Mesdames, Messieurs les sénateurs, bonjour. Mesdames, Messieurs les entrepreneurs, bonjour. Alors ce petit film dresse un portrait de Roland Moreno que j'ai bien connu. Peut-être faut que je me présente. Je m'appelle Marcel Botton, je suis le cousin de Roland Moreno. Je suis un peu son frère de lait. On a eu la même nourrice qui s'appelait Madame Eratosthène. C'est un nom qui ne s'invente pas. Nous avons partagé les mêmes bureaux. Et dans ce film, je reconnais bien Roland, mais il me semble qu'il manque une petite chose qu'a évoqué le sénateur Cadic, qui était l'humour. Là, bon, Roland était dans une situation un peu officielle avec une caméra et tout ça, donc il était peut-être un peu sérieux. Dans la vie, il était aussi très drôle, et je crois qu'il faut pas oublier cet aspect de la personnalité de Roland. D'ailleurs, je voudrais vous faire écouter une petite chose qui pourrait vous rappeler Roland, si ça marche, ça devrait marcher. C'est tout. C'est juste le rire de Roland. Mais ce rire, c'était tout lui. D'abord, c'était un rire bien particulier. Et c'était un rire qui était souvent associé à la transgression, à la mise en relation de choses qui n'avaient pas de rapport. Vous l'avez évoqué, monsieur le sénateur. Ça a été évoqué dans un ouvrage d'un écrivain qui s'appelle Arthur Koestler, que vous connaissez bien, dans le Cri d'Archimède. C'est ce même mécanisme de dissociation, c'est comme ça que l'appelle Arthur Koestler, qui est le mécanisme de l'humour et le mécanisme de la création, et aussi le mécanisme de l'entreprise, c'est-à-dire de cet acte de création qu'est l'entreprise. Alors je voudrais juste évoquer très brièvement quelques petits souvenirs communs. Donc comme je l'ai dit, on a partagé un moment notre enfance, nous avons eu un petit cursus scolaire commun à l'ECG. L'ECG, c'est l'école communale de Garches. Et nous avons passé quelques années là-bas, chez cette nourrice, Madame Eratosthène. Et Roland était déjà très transgressif. Alors, ça ne m'apparaît pas beaucoup dans cette vidéo, mais il était profondément transgressif. Il aimait remettre en cause les choses. Et vous, les entrepreneurs, vous savez bien que créer une entreprise, c'est remettre en cause des ordres établis. Alors, quand on était petit, on transgressait à notre manière. Qu'est-ce qu'on faisait? On pissait sur les salades dans le potager, parce qu'à l'époque, à Garches, il y avait un potager encore, c'est bien fini. Alors, on était punis parce que le soir, en général, on devait manger les salades sur lesquelles on avait pissé, donc c'était pas très agréable. On pissait aussi dans les réservoirs des mobylettes. Ça c'est pénal, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a prescription. Et puis d'autres choses un peu plus graves que je n'évoquerai pas, mais que les gens qui connaissent bien Roland savent qu'il aimait bien remettre en cause l'ordre établi. Et c'est la base de toutes les créations. C'est Veuzal dépeçant les pendus pour voir comment était fait le corps humain. C'est Galilée remettant en cause le géocentrisme. C'est Einstein remettant en cause le côté inexorable du temps et en faisant une variable relative. Et pourquoi pas, c'est monsieur Niel qui interviendra juste après moi et qui remet en cause les habitudes dans les télécommunications. Donc ce côté drôle de Roland et cet humour, on le reconnaissait beaucoup dans son rire, qui était tout à fait exceptionnel. Vraiment, je ne sais pas si vous l'avez perçu dans le petit extrait que je vous ai fait écouter, mais c'était très frappant. Pour faire un tout petit lien avec cet après-midi, vous allez parler de la simplification administrative. La complexité administrative était aussi quelque chose qui amusait Roland. Il avait, pour ceux qui ont vu son bureau, il avait des masses de documents et il accumulait aussi tout ce qui concernait parfois les absurdités administratives. Pour en prendre une seule, par exemple, il adorait la liste des professions pour lesquelles une exonération particulière, un abattement particulier était appliqué. Je crois que tu t'en rappelles, François, apparemment, oui. Comment tu dis? Le sécheur de Drèche, merci François, avait bénéficié d'un abattement particulier, ainsi que d'autres professions telles que le citoyen français employé des Jeux de Casino de Monaco, le pilote moniteur d'aéroclub et le scaphandrier, mais il y en avait des dizaines comme ça. Bon. Et il s'amusait beaucoup de ces complexités administratives. J'ai écrit il n'y a pas longtemps, quelques jours, un article dans le Parisien sur lequel j'évoque
nécessité de simplifier les choses, et je propose deux idées que peut-être Roland n'aurait pas reniées, pardon. La première, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les lois qui sont votées soient votées de façon temporaire, c'est-à-dire pour 5 ans. Et au bout de 5 ans, on discute et on dit ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, on laisse tomber. Et la deuxième proposition que je peux vous faire, j'anticipe sur l'après-midi, bien sûr, c'est de dire que chaque fois qu'on crée une nouvelle loi, on est obligé d'en supprimer 2. Donc une loi nouvelle, 2 lois supprimées, ou un décret nouveau, 2 décrets supprimés, un arrêté nouveau, 2 arrêtés supprimés, etc. Essayons, voyons, ça peut être amusant. Je ne sais pas si on redescendra jusqu'aux 10 commandements, mais enfin, on pourra quand même alléger pas mal. Enfin, pour terminer, je voudrais insister sur le côté jeu de Roland. Roland était joueur. L'humour, la transgression, le jeu, tout ça, c'est la même chose. Et donc, il jouait. Et à une époque, nous partagions des bureaux dans le quartier de Strasbourg-Saint-Denis, des bureaux très modestes, hein. Et on jouait avec un Apple II, un ordinateur, et Roland avait eu l'idée d'utiliser des chaînes de Markov, quelque chose d'un peu technique, je ne rentre pas dans le détail, mais qui permet, lorsque vous rentrez des données, de sortir des données qui ressemblent. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On s'amusait. Alors, on rentrait des insultes dans l'ordinateur, et l'ordinateur tournait, et il fabriquait des insultes. Et ça donnait des mots comme glardeur, blandure, enfin des trucs qui ressemblaient à des insultes. Voilà, ça servait à rien, Roland en a parlé, c'était de l'inutile. Ben, enfin, c'est inutile, et quand même, on s'est dit après, mais pourquoi on ferait pas des noms pour des entreprises, ou des noms pour des produits, ou pour des médicaments? Et cet inutile est devenu utile, ça est devenu une entreprise que je dirige, qui s'appelle Nomen, et qui crée des noms pour les produits, et qui emploie aujourd'hui plus de 30 personnes, et qui marche bien. Donc voilà, comment en partant de l'inutile, mais c'est l'histoire de beaucoup d'inventions, en partant de l'inutile, on arrive parfois à des choses utiles. Donc je vous souhaite, mesdames, messieurs les sénateurs, mesdames, messieurs les entrepreneurs, un après-midi très riche en simplification. Voilà, eh bien pour poursuivre cet hommage, je voudrais appeler les 2 filles de Roland Moreno, si elles veulent bien venir me rejoindre sur cette estrade. Donc nous avons voulu, à l'occasion de cette journée des entreprises, consacrer un moment aux créateurs. Je voudrais remercier Olivier Cadic parce que c'est lui qui a eu l'idée géniale de rendre hommage à Roland Moreno. Remercier Monsieur Botton pour ses témoignages sympathiques et très illustrés. Et puis, en guise d'hommage, nous avons réalisé cette carte à puce géante qui représente bien, je crois, l'invention de votre père. Une invention de génie. Que ferait-on aujourd'hui sans la carte à puce? Et qu'aurions-nous fait si Roland Moreno n'avait pas été là? Donc c'est avec plaisir que je vous remets à l'une et à l'autre disons, le trophée. Et puis bien sûr la médaille du Sénat qui l'accompagne. Avec toutes nos félicitations. Bravo. Et pour poursuivre, je vais donc laisser la parole à Xavier Niel, qui va nous parler de création, certainement. En tout cas, c'est quelqu'un qui booste les créateurs, qui les aide et qui les pousse à réussir. Donc, il va nous expliquer tout cela. Je vous laisse bien volontiers la parole. Bonjour, merci de votre invitation au Sénat pour parler de l'entreprise. Ça fait toujours plaisir d'avoir des assemblées qui s'y intéressent. Parfois, on a l'impression, il y a quelques 10 ans, 15 ans, on a l'impression d'être souvent les mal aimés des 2 assemblées. Et je sais que ça a changé au cours de ces dernières années, et surtout au Sénat. Un grand merci. J'aimerais vous parler pendant quelques instants de mon expérience dans ces métiers. Et puis, je crois qu'après, on a une volonté de faire des questions-réponses, c'est ça? Je crois que c'était dans l'idée d'avancer comme ça. Moi, je suis né en France, j'adore ce pays. Je suis né dans une ville qui s'appelle Créteil, qui est en banlieue parisienne. Et j'ai réussi ma vie grâce à Roland Moreno. Ça va vous paraître super bizarre, donc je vais essayer de faire le lien et puis je vous raconterai la suite après. Simplement parce que un jour, j'étais passionné d'ordinateurs, j'étais passionné de la communication dans les ordinateurs. Et Roland, au-delà de la carte à puce, avait inventé quelque chose qui faisait que un ordinateur, on pouvait le transformer en un Minitel.
Et de cela, j'ai créé ma première entreprise de Minitel, qui est devenue une entreprise de télécom et qui est devenue le fournisseur d'accès à Internet Free, et puis l'opérateur de téléphonie mobile que vous connaissez, qui s'appelle Free. Mais sans cette carte, un jour à puce, et donc sans l'invention un jour de Roland, je ne ferais pas ça, et je ferais probablement autre chose, j'espère quelque chose de passionnant. Mais ma vie professionnelle a été réussie grâce à cette invention. Et c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est de dire qu'à chaque fois que vous avez un entrepreneur ou quelqu'un qui crée quelque chose ou qui invente quelque chose, c'est qu'il est capable de donner le relais ou de créer un relais pour avoir d'autres entrepreneurs et d'autres inventeurs qui peuvent exister par la suite. Donc j'ai créé grâce à cela cette entreprise de Minitel et cette entreprise de télécom, mais en me disant parallèlement à ça que le meilleur moyen de faire avancer un pays et d'obtenir dans un pays de la création d'emplois et de créer des emplois, c'est d'avoir des gens qui soient capables de créer des entreprises et donc de pousser. Et donc j'ai eu la volonté dès le départ de pousser des jeunes à créer des entreprises et aller dans ce sens. Si vous êtes chômeur aujourd'hui, le meilleur moyen de ne plus être chômeur, c'est de créer votre entreprise. Si vous connaissez un moyen plus idéal, moi je ne le connais pas, c'est la seule solution dans laquelle vous avez 100% de réussite. Et donc pour faire ça, ça fait 35 ans que je suis entrepreneur, mais il y a une vingtaine d'années, j'ai décidé d'aider et de financer des jeunes entrepreneurs. Et la volonté, c'était pas de gagner de l'argent, c'était juste de dire, il y a des jeunes qui ont envie de lancer un projet, donnons-leur un peu d'argent, associons-nous avec eux et avançons pour créer quelque chose qui fonctionne et qui avance. Ça a plutôt bien marché, on a créé un fonds et puis on s'est mis à investir dans 2 entreprises par semaine et on continue de le faire aujourd'hui. Alors ça veut dire qu'en France, vous avez une société qui s'appelle Kima Venture, je suis désolé pour le nom anglo-saxon, qui est l'investisseur qui investit chaque jour, chaque semaine, chaque année dans le plus grand nombre d'entreprises. Et tous les ans, on est premier, deuxième, mais au départ de la France, vous avez de cette entité qui n'investit pas des chiffres colossaux, mais qui a la volonté d'aider des jeunes à se créer et à avancer. Mais en avançant dans ce sens-là, je me suis rendu compte d'autre chose, qui était quelque chose qui était assez simple, qui consistait à dire il y a un métier dans lequel on n'a pas de chômage, et aujourd'hui, toutes les grandes créations d'entreprises se passent autour de ce métier. Ce métier, c'est la possibilité pour des gens de créer des logiciels. Donc, et j'aimerais faire un comparable avec ce qui existait avant. Si nos parents ou nos grands-parents voulaient créer des entreprises, ça voulait dire créer des industries, investir énormément d'argent, et donc c'était ouvert qu'un très petit nombre de personnes. Quand sont arrivées l'industrie des idées, l'industrie du numérique, l'industrie du logiciel, soudainement, toute personne chez soi pouvait créer un logiciel ou créer, et sur la base duquel pouvait créer et naître une entreprise qui pouvait devenir un des plus grands groupes mondiaux. Vous avez l'exemple typique de Google, c'est 2 jeunes, ils font leur étude, ils décident de créer quelques bouts de logiciels et ça crée la première ou la deuxième plus grande entreprise mondiale 15 ans après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui change tout. C'est une redistribution juste du capitalisme où soudainement ce ne sont plus si seulement je peux réussir même si mes parents n'avaient pas d'argent et n'ont pas financé ma création, mon invention, ce que j'ai envie de faire. Et ce monde du numérique et ce monde du logiciel change diamétralement la possibilité de créer quelque chose de plus juste socialement, de donner accès à la réussite professionnelle à des gens, quelle que soit leur origine sociale. Et en partant de ça, si vous regardez cette chose-là, vous vous apercevez que dans le monde entier, les gens qui sont les meilleurs dans la création de ce logiciel sont des gens issus d'écoles françaises. Mais toujours d'écoles privées, de quelques écoles privées qui sont très très bonnes en France. Et donc soudainement, on recrée une barrière à ce savoir. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire on a créé une égalité des chances à un moment donné, aujourd'hui au XXIe siècle, eh bien soudainement ces écoles n'étaient accessibles qu'à des gens qui avaient des parents qui avaient la possibilité de leur payer cette scolarité qui coûtait, je ne sais pas, 10 000 euros par an. Et donc avec une idée suivante qui consiste à dire, eh bien allons créer une école juste, basée sur des critères justes, qui va former des jeunes à ces métiers de l'informatique, et j'espère après ces jeunes deviendront des entrepreneurs. Et cette école, c'est une école qui est à Paris, qui s'appelle l'école 42, dans laquelle chaque année on a 1000 nouveaux élèves, on a à peu près 3000 élèves ou 2800 élèves aujourd'hui dans cette école, et dans lequel on va juger les jeunes qui vont y aller sur 2 choses simples. Est-ce qu'ils ont cet ADN de logique qui va leur permettre d'inventer des choses, comme Roland Moreno avait cet ADN de bon sens, cette chose qui fait que même pour créer une machine absurde, il faut être plein de bon sens, et il avait ce bon sens. Et donc c'est d'essayer de tester ce bon sens qui nous est transmis par nos parents au travers de leur ADN, ça c'était la première chose, et puis de tester une autre chose qui est leur capacité ou leur envie de réussir et de s'en sortir, parce qu'il faut de la chance, mais il faut aussi avoir un petit peu de motivation. Roland, je m'en souviens, disait toujours qu'il était très paresseux, moi je le trouvais très travailleur, en tout cas ça moulinait toujours, donc c'est une notion de la paresse qui lui était très personnelle. Mais c'est donc d'essayer de se dire, est-ce qu'on est capable de trouver des jeunes qui ont ces deux choses, ces 2 caractéristiques,
Et s'ils les ont, eh bien, on a envie de leur offrir la scolarité, les aider à trouver un logement et leur donner de l'argent. Et cette chose s'appelle l'école 42. C'est une école très atypique, vous trouverez plein de choses sur Internet dessus, mais qui avançait dans ce sens de se dire le meilleur moyen d'aider des gens à créer des entreprises, c'est de leur apprendre un métier qui permettait de créer des entreprises. Puis partant de ça, ou continuant dans cette idée, on s'est dit, c'est fantastique, on a ça, mais maintenant, aujourd'hui, très naturellement, si vous avez envie de créer une entreprise, vous n'allez pas aller en France. Pourquoi? Est-ce que c'est un problème purement législatif? J'adorerais vous dire oui, parce que c'est une solution de facilité, de vous dire que tout va mal, parce qu'on a des lois qui vont mal. Bien évidemment que c'est compliqué, bien évidemment que c'est trop compliqué, et j'adhère complètement à vos idées de simplifier notre vie, et je sais que vous travaillez maintenant depuis 2 ans sur le sujet, et que ça ne doit pas être facile, mais qu'on va dans ce sens, et qu'il faut continuer d'aller dans ce sens. La simplification est quelque chose d'important. Mais au-delà de ça, les politiques dans un pays ne sont pas ceux qui peuvent tout. La société civile a son importance, et c'est la société civile qui, au-delà des politiques, les politiques mettent un cadre, et c'est à la société civile ensuite de se prendre en charge, que ce soit au travers d'associations, de sociétés. C'est un peu la même idée, hein, créer une association ou créer une société. C'est avoir une idée, un concept, et sur la base de ce concept, faire quelque chose. Dans un cas, avec un but non commercial, et dans l'autre, avec un but commercial. Et donc l'idée, c'était de dire pourquoi, quand je croise ces jeunes qui ont donc tous les savoirs, qui sont les meilleurs dans leur secteur, ils n'ont pas envie de créer leur entreprise en France. Et quand vous essayez d'aller plus loin dans ce sujet ou dans cette idée, le point principal, c'était une question d'image. C'est-à-dire que pour eux, c'était mieux de faire ça ailleurs. Mais il n'y avait rien de rationnel et rien d'intelligent pour aller dans ce sens-là. Et donc, ce défaut d'image, l'idée a été de se dire, il faut aider la création de lieux emblématiques en France, à Paris, c'est ma ville, dans lequel on va pousser des jeunes, on va donner envie à des jeunes d'aller créer leur entreprise, de faire cet acte, qui est un acte qu'ils peuvent estimer dangereux pour eux, ou dans lequel ils peuvent se mettre à risque, mais trouver un lieu dans lequel ça soit fantastique d'aller, dans lequel on crée l'ambiance, on crée l'image nécessaire, et que quand vous voyez un jeune qui veut créer une entreprise du numérique, qu'il ne vous dise pas « j'ai envie d'aller en Israël » ou « j'ai envie d'aller aux États-Unis », qu'il vous dit « j'ai envie de faire ça à Paris ». Et sur la base de ça, on a acheté un terrain dans Paris de 3,5 hectares, sur lequel il y a une halle qui s'appelle la halle Fraissinet, et donc on est en train de transformer ce lieu pour y créer un campus d'entreprise, c'est-à-dire aider 1000 entreprises en permanence à venir et à créer quelque chose, à créer leur idée, de mettre en forme leur idée, de la développer et d'avancer. Et donc on a pris ce lieu, c'est un lieu très ouvert, ça en fait le plus grand campus d'entreprise, incubateur si vous voulez, c'est un autre mot utilisé, dans lequel on ouvrira au mois de juin, dans lequel on aura des milliers, j'espère des dizaines de milliers de jeunes qui viendront pour créer leur entreprise et qu'on créera l'ambiance pour donner envie, pour donner ce modèle d'exemple, pour faire auprès d'eux ce qu'a pu faire Roland Moreno autour d'eux, en leur donnant les outils nécessaires pour aller créer leur entreprise et avancer dans ce sens. Donc on est parti là-dessus, c'est quelque chose en développement, c'est un lieu complètement nouveau qui va s'intégrer dans un écosystème français qui marche déjà bien. On a un système d'incubation et d'aide aux jeunes entreprises qui marche bien. Juste, on a un défaut d'image. Et l'idée de ce lieu, c'est de créer cette image en créant à cet endroit ce plus grand incubateur possible pour pousser des jeunes à créer des entreprises et aller dans ce sens. Aujourd'hui, et en général, je suis l'optimiste, la France est le pays le plus fantastique et le plus agréable pour y créer une entreprise. En effet, on y trouve un certain nombre de complications horribles. Si vous prenez le code du travail, c'est absolument horrible. C'est un défaut pour les salariés et pour les entreprises. Hein. Ce n'est pas qu'un défaut pour les entreprises, c'est un défaut pour tout le monde, parce que la complexité qui a pu être créée dans ce code du travail rend la vie complexe de l'entreprise qui ne s'y retrouve pas, mais rend la vie complexe du salarié qui ne sait pas où sont ses droits. C'est facile de le faire sur ce code, c'est facile de le faire sur toute la problématique fiscale qui est complètement incompréhensible en France. Alors on ne reprendra peut-être pas les exemples de Roland, mais je suis sûr que depuis son décès, de nombreux autres exemples ont été créés, de nombreux autres métiers ou filières ont bénéficié d'exemptions ou de surtaxes. Nous, on est dans les télécoms, on est plutôt surtaxés. Il n'y a pas de message, hein. On est plutôt surtaxés, mais je suis sûr que d'autres ont bénéficié de notre surtaxe directement ou indirectement. Mais cette complexité ne favorise pas la vie ou l'avancée des entreprises. J'aimerais vous donner un simple exemple. C'est qu'on reçoit, nous, entreprises, chaque jour, des formulaires de différentes administrations qui nous posent systématiquement la même question. Je ne suis même pas sûr que les formulaires qu'on remplit et qu'on renvoie sont lus. C'est d'autant plus triste. Mais si on nous les demandait une fois, qu'on les envoyait et que tout le monde pourrait y participer et y accéder, ça serait déjà une bonne chose. Ça nous éviterait d'avoir 2 salariés à l'année juste pour remplir ces formulaires. Donc voilà, je crois que vous souhaitiez qu'on ait des questions-réponses sur mon parcours. Je suis à votre
disposition. Je suis pas sûr d'être le meilleur exemple pour répondre à la question. Vous voulez que je vienne là? Merci. Alors, pendant que l'on commence à servir le déjeuner, si certains d'entre vous ont des questions à poser à Monsieur Niel, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a un micro qui va circuler. S'il y a un doigt qui se lève, on vous apporte le micro. Oui, au milieu. Alors, ici. Allez-y. Oui, bonjour. Allô? Je ne sais pas si vous m'entendez? Oui. Bon. Bonjour monsieur. Bonjour. Je me présente, je suis directeur d'une société de semences. On travaille dans la sélection des plantes, sélection des maïs, différentes espèces. On est une entreprise familiale, on a une trentaine d'années. On est petit dans le domaine des semences, mais enfin on a un gros travail de recherche. On a un tiers de notre personnel qui travaille en recherche. On travaille notamment sur des espèces nouvelles. On introduit en France des espèces qui seront intéressantes pour l'alimentation humaine dans les années qui viennent, des espèces qui permettent d'apporter par exemple des oméga 3, donc on a un gros travail de recherche là-dessus. Mais malheureusement, j'ai le sentiment que quand on parle d'innovation dans l'agriculture, on n'est pas très audible. J'ai l'impression que l'innovation aujourd'hui, ça ne concerne que les nouvelles technologies, qu'il y a une espèce de confusion entre création d'entreprise et innovation. Et je peux dire que quand on va voir des banquiers ou des instituts de financement et qu'on parle d'innovation dans l'agriculture, on n'est pas écouté, enfin on n'est pas pris au sérieux. Je pense qu'il y a une espèce aujourd'hui de sentiment comme quoi l'innovation ne peut venir que des nouvelles technologies. Et donc je voulais savoir si dans votre effort d'aider l'innovation, vous êtes concentré sur ce sujet ou est-ce que vous avez étendu un petit peu les champs de l'innovation? Parce que l'innovation d'aujourd'hui concerne forcément, puisque c'est de l'innovation, des sujets qu'on n'attend pas. Et je considère que la sélection et le végétal, c'est certainement quelque chose qui concerne notre alimentation et qui devrait être plus soutenu pour l'innovation. Alors, sur votre question, moi je pense que vous êtes une société qui fait de l'innovation. Typiquement, vous faites de la recherche, vous créez quelque chose de nouveau, vous faites de l'innovation. Et vous avez bien compris que s'il s'agissait juste de continuer de faire ce qui a été fait au cours des 30 dernières années, à un moment vous aurez un problème parce que toute l'économie évolue. Le mot nouvelle technologie, aujourd'hui la SNCF est une société de nouvelles technologies. Elle a existé, ça a été une start-up, c'est devenu une société de nouvelles technologies. Elle ne peut exister que dans ce monde de nouvelles technologies. Donc on vit tous entourés de cette nouvelle technologie avec un monde qui évolue et la manière dont vous travaillez aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 10 ans. Dans l'agriculture, de la même manière, on investit dans de nombreuses start-up qui utilisent, mais de la manière dont vous le faites, ces évolutions ou l'informatique, ou si vous voulez des choses comme ça, pour faire évoluer ça. Moi, je suis super intéressé. Par exemple, je suis investisseur dans une société américaine qui consiste à étudier, au travers des images satellites, chaque plan et détecter des maladies dans ces plans à des endroits donnés et aller les soigner. Plutôt que d'avoir un déplacement physique pour l'identifier, on l'identifie par satellite, on identifie à quel endroit est la maladie et comment elle évolue et comment on est capable de la guérir et de la soigner. Et si vous voulez, tous ces métiers ont évolué. Maintenant, il y a toujours un point qui est le financement. Les banques ne financent pas les nouvelles technologies. Elles n'aiment pas financer les nouvelles technologies. Mais elles ne vous financent pas non plus. D'une manière générale, elles n'aiment pas financer les nouvelles technologies parce qu'elles ne font pas de recettes. Les nouvelles technologies, par essence et par habitude, ne font pas de recettes. Vous avez des recettes, vous avez des revenus pour payer ces 30 personnes. Parce que le seul financement que vous avez, c'est les recettes et les revenus que vous faites. Et je vous promets que c'est un problème qui est un autre sujet, qui est un problème du financement de l'innovation par le monde bancaire. Aujourd'hui, les financements de l'innovation est mieux fait et marche mieux par un financement en equity que par un financement bancaire. C'est dommage. Vous avez des établissements bancaires qui ne veulent pas prendre les risques.
on les retrouve également dans nos activités, mais c'est quelque chose qui est assez courant et qui a existé historiquement. Mais votre métier évolue, vous êtes en train de le faire évoluer et vous avancez dans le bon sens. Et je ne pense pas que vous ayez de grandes inquiétudes sur où vous serez dans 30 ans, c'est-à-dire quand votre entreprise sera 2 fois plus vieille qu'aujourd'hui. Bonjour. Ah, est-ce qu'il Bonjour. marche? Oui. Oui, bonjour. Donc, je suis Nathalie Hutter. Je suis chef d'entreprise. J'accompagne aussi beaucoup de startups à mon petit niveau. Je remercie d'ailleurs Elisabeth Doineau de son invitation en tant que sénatrice de la Mayenne. Et alors déjà, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites à la fois en formation et puis avec la station F que vous allez donc inaugurer prochainement, notamment pour aider les jeunes à créer leur entreprise. Et je vais juste me permettre une petite question impertinente. Est-ce que vous avez prévu d'encourager en particulier les femmes dans la création d'entreprises? Puisqu'aujourd'hui, j'ai un petit chiffre à vous donner. Seuls 3% des entreprises, sont dirigées par des femmes. Donc ça donne pas beaucoup l'envie aux jeunes filles que j'accompagne de s'identifier, et je trouve que ce serait intéressant de voir, notamment par rapport à votre approche très innovante, comment vous pourriez nous aider pour briser enfin ce plafond de verre. Merci beaucoup d'avance. Merci. Alors, merci pour votre question. Il y a un truc qui est horrible, et on le voit surtout chez 42, et je vous répondrai après sur Station F. Il y a quelque chose d'horrible qui est que chez 42, on a 10% de filles. Alors c'est 2 fois mieux que les autres écoles d'informatique, mais on n'a que 10% de filles. Le sujet, c'est quoi? C'est la manière dont on élève nos enfants, et dont même moi, j'élève nos enfants, pour qui l'ordinateur, c'est le frère, et la poupée, c'est la fille. Donc on est un peu obsolète. Je suis pas sur un sujet politique ou de mœurs, je suis juste sur un constat de ce qui se passe, et donc il nous manque des femmes dans ces métiers. Maintenant, sur le cas concret de Station F, c'est dirigé par une femme, et la majorité de l'équipe, ce sont des femmes. Alors, je suis ravi. D'avoir une start-up qui va être incubée, donc je participerai. Donc, ça marche vraiment dans ce sens-là, et on pense que c'est un bon élément, et c'est un élément important si on veut être même d'attirer plus de femmes à Station F, c'est d'être capable de trouver plus de femmes. Dans l'entrepreneuriat, on a plus de femmes que dans les métiers du codage informatique. Donc on est déjà un petit peu meilleur, mais c'est pas top. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ce qu'on fait chez 42, pendant les vacances scolaires, on accueille des lycéennes et des collégiennes à venir pendant 15 jours, à être mélangées avec les jeunes que l'on a là-bas, pour essayer sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, d'avoir ou d'augmenter le nombre de femmes que l'on est à même d'avoir dans ce cursus. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire le résultat. Encore une fois, je vous dis, on a 10% de femmes. En entrepreneuriat, on en a un peu plus. Mais il faut aider, il faut travailler, et il nous faut quelque chose d'autre qui est important, qui sont des exemples. Le rôle de l'exemple, il est important. Et si on est capable d'avoir des femmes qui sont plus mises en avant par les médias, et là vous allez me rejeter la pierre, mais qui sont plus mises en avant dans les médias et qui sont plus à même d'être entrepreneurs et reconnus, alors à ce moment-là, vous aurez plus de femmes entrepreneurs. Merci beaucoup. Juste pour terminer, effectivement, il faut des femmes qui s'investissent, mais aussi il faut des hommes qui nous aident à le faire. Donc merci beaucoup d'avance. On essaye. Merci pour votre discours. Donc, effectivement, je suis une femme qui a pris le risque d'entreprendre, qui a abandonné un salaire confortable pour innover. Donc, j'ai cofondé une société logicielle B2B. Alors, je précise B2B en SaaS. Et donc, effectivement, je me retrouve un peu seule dans l'IT, quand bien même. Et moi, la question, c'est très bien d'aider les jeunes. Il faut, parce que j'ai des enfants et c'est vrai que l'enseignement de l'entrepreneuriat n'est pas toujours très bien fait. L'éducation parfois un peu élitiste et c'est vrai que c'est bien d'accompagner les jeunes dans ce domaine, c'est construire leur job. Par contre, ma question, c'est... alors j'ai parlé de notre cas, entreprise B2B, plutôt entrepreneur senior. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à notre profil, parce que le B2B, vis-à-vis des VC, c'est pas toujours bien perçu. Ils préfèrent le B2C pour plein de raisons. Et donc voilà, quel serait votre conseil là-dessus ? Alors, pourquoi je pense que c'est plus facile ou plus nécessaire d'aider des jeunes d'aller vers l'entrepreneuriat ? Parce que c'est plus simple. En fait, vous êtes à un moment de votre vie où vous avez généralement, donc si vous avez 20 ans, 22 ans, 24 ans, 25 ans, votre vie personnelle n'est pas faite, votre vie professionnelle n'est pas faite, et donc la prise de risque
est inférieur. Et moi, je suis très admiratif des gens qui sont capables un jour d'avoir eu un métier pendant plusieurs années, qui ont une famille, qui ont des enfants, qui ont une vie faite, et qui à ce moment-là sont capables de se reprendre ou de chercher en soi l'énergie nécessaire pour aller créer une entreprise. Et je trouve ça beaucoup plus admirable et beaucoup plus dur. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait de racisme dans l'entrepreneuriat. Juste, si à un moment donné, vous avez le bon produit et qu'il plaît à un marché, vous allez réussir. Et le deuxième élément, vous m'avez pas l'air très âgé, j'aimerais bien avoir votre âge. Donc si vous voulez, vous m'avez l'air très jeune. Et donc je vous passerai dans la catégorie des très jeunes. Donc je reste. On a le même âge. C'est très jeune, c'est exactement ce que je disais. Pareil. Donc on peut partir de Maison Alfort et de Créteil et réussir dans sa vie entrepreneuriale. Nous sommes 2 exemples dans cette salle, c'est déjà un bon début. Merci à vous, bon déjeuner.